Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on mélange à la fois géographie et histoire avec un thème classique, les migrations. J'ai traité ce thème plusieurs fois, c'est un thème que j'aime traiter. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'aborder l'actualité, les médias et de des fois remettre en cause ce qu'on voit à la télé ou l'impression que nous donne la télé. Et donc j'ai décidé de prendre un contre-pied puisque dans cette vidéo, on va changer de point de vue. On va faire un peu de géohistoire. On va revenir quelques dizaines d'années dans le passé, à l'époque où c'était les Européens qui étaient considérés comme des migrants, qui quittaient l'Europe, notamment pour changer de continent et rejoindre l'Amérique et surtout en pays numéro un, les États-Unis. Donc on va faire un peu de géohistoire puisqu'on va s'intéresser à l'immigration européenne entre 1850 et 1920. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un migrant? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous rappelle juste qu'il n'y a pas de définition concrète d'un migrant d'un point de vue juridique. Donc selon les Nations Unies, un migrant, c'est une personne qui va résider pendant plus d'un an dans un pays, que ce soit un choix volontaire ou involontaire, et qui soit venu de manière légale ou illégale. C'est bon pour vous? On continue. Déjà, il faut comprendre que cette immigration européenne, c'est un phénomène très puissant, puisque plusieurs millions de personnes vont quitter l'Europe, notamment l'Europe de l'Ouest et plus tard l'Europe de l'Est, pour rejoindre l'Amérique. On peut citer les États-Unis ou le Canada, et en Amérique du Sud, on peut citer l'Argentine et le Brésil, où l'on va accueillir beaucoup de monde. On estime même que 55 millions d'Européens vont migrer. Vous voyez bien sur le graphique que ce phénomène est de plus en plus puissant. Il va avoir une explosion, notamment entre 1880 et 1910, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Ces migrations vont être favorisées par les transports, notamment par l'apparition de lignes régulières avec des bateaux à vapeur qui vont rendre le voyage plus sûr et plus rapide, notamment la ligne entre Liverpool et New York, par exemple, qui va être créée en 1818. La compagnie White Star Line va lancer les deux plus gros navires du monde en 1912. Je suis sûr que vous en connaissez au moins un des deux, puisqu'il s'agit du Titanic. Quels sont les pays de départ? Les pays qui vont perdre le plus d'habitants. On retrouve à la première place l'Italie avec 18 millions de départs, puis on va retrouver la Grande-Bretagne, 11 millions, l'Irlande, 7, puis un peu plus loin, l'Allemagne et la France, autour des 4 millions, et enfin la Pologne, 2 millions. Donc on a surtout une immigration qui vient d'Europe de l'Ouest et du Nord au départ, et qui petit à petit se déplace vers l'Est. Si on va un peu plus loin avec une frise, on voit que l'émigration européenne fonctionne par vagues. On va avoir une vague anglaise, une vague irlandaise, une vague allemande, etc. Comme on peut le voir sur la frise, on voit bien que certains événements provoquent les départs. Ici, vous avez la crise agricole et la famine en Irlande qui sont évoquées, ou les pogroms en Russie. On va essayer de faire une petite liste des raisons qui poussent au départ les Européens à l'époque. Première raison, c'est la croissance démographique. On va passer de 195 millions en 1800 à 422 millions d'habitants en Europe en 1900, malgré les départs. Cette croissance démographique en Europe s'explique par la baisse de la mortalité et la natalité qui est toujours haute. De nombreux Européens, pour fonder quelque chose de nouveau et sur le long terme, vont décider de tenter leur chance ailleurs. La deuxième raison, c'est les crises économiques ou politiques que j'ai déjà évoquées. La grande famine irlandaise, par exemple, c'est une famine très importante qui va survenir en Irlande entre 1845 et 1852, et de nombreux Irlandais vont être obligés de fuir l'Irlande simplement pour survivre. Vous pouvez voir sur les graphiques que des millions d'Irlandais ont quitté l'Irlande au moment de cette crise. Environ 8 millions d'Irlandais. L'immigration irlandaise était plutôt bien vue aux États-Unis dans un premier temps, et on essaie de leur faire miroiter un peu un avenir meilleur. Ici, vous avez l'image d'un Irlandais qui arrive aux États-Unis, qui, dans un premier temps, travaille dans le bâtiment, puis petit à petit intègre la police, et qui, au bout de 10 ans aux États-Unis, devient patron. L'idée, c'est de montrer aux Irlandais que tout est possible, qu'en venant, ils peuvent changer totalement de vie. J'aurais pu évoquer d'autres crises comme les pogroms en Russie ou le massacre des Arméniens, mais c'est des sujets qui sont tellement importants que je ne peux pas évoquer si rapidement dans une vidéo. Il faudrait une vidéo consacrée à ces sujets. La dernière raison que je souhaite évoquer avec vous, c'est la ruée vers l'or. C'est simple, de nombreux Européens quittent l'Europe pour l'Amérique puisqu'ils sont attirés par l'idée de pouvoir faire richesse. Donc ça, c'est les trois raisons que j'ai choisies pour vous expliquer les départs des Européens. Il y en a d'autres, mais bien sûr, on ne peut pas évoquer toutes les raisons. Quels sont les pays d'accueil? On a les États-Unis qui vont accueillir 34 millions de personnes, le Canada 7 millions, l'Argentine 6,5 millions. Ensuite, on a le Brésil. On a de nombreux Européens qui ne vont pas rejoindre l'Amérique, mais plutôt l'Australie
ou l'Afrique du Sud. Quelles sont les conséquences pour ces pays d'accueil? J'ai pris le choix des États-Unis, qui est le pays qui accueille le plus de migrants à cette époque. Les États-Unis vont même mettre en place une île, Ellis Island, excusez mon accent. Ça va être un point de passage obligatoire pour tous les migrants arrivant d'Europe. Ça va permettre aux États-Unis de tenir un registre et de faire le tri plus ou moins des migrants. Cette volonté des États-Unis d'accueillir des migrants, ça se voit aussi dans les lois. Ici, vous avez le Homestead Act, je pense que ça se prononce comme ça, et ça propose aux familles qui viennent s'installer aux États-Unis, qui justifient de 5 ans sur une terre, de pouvoir la revendiquer. C'est-à-dire que vous allez vous installer sur une terre aux États-Unis, au bout de 5 ans, elle est à vous. Et pour ceux qui sont là depuis moins longtemps, les familles qui sont là depuis au moins 6 mois peuvent racheter des terrains à un faible prix. Donc ça va pousser les gens à venir s'installer, puisqu'on peut obtenir des terres assez facilement. Durant cette période, la population américaine va exploser. On va passer de 31 millions d'habitants en 1860 à 105 millions en 1920. Comme souvent quand un pays met en place une politique migratoire, bien sûr, les habitants qui sont là sur place depuis de longues années voient d'un mauvais œil l'arrivée de cette population. Ici, vous avez une caricature assez négative. On représente notamment les Italiens comme la mafia, etc. On représente les Européens comme des rats. Présenté dans cette caricature, c'est que les Européens qui quittent l'Europe pour rejoindre l'Amérique du Nord, c'est généralement des pauvres ou des criminels, etc. Et donc, on va avoir une xénophobie, une peur, une haine de l'étranger de plus en plus importante aux États-Unis. Et petit à petit, on va voir d'un mauvais œil cette migration européenne. Donc, les États-Unis vont petit à petit renforcer les règles pour rejoindre les États-Unis. On passe de 0,5 $ pour rentrer aux États-Unis à 5 $. Donc, ça permet d'exclure les plus pauvres. On va aussi mettre des règles de plus en plus importantes. On va interdire toutes les personnes avec des problèmes mentaux ou physiques qui leur empêchent de gagner leur vie. Le coup de grâce, c'est en 1921 avec le Quota Emergency Act. C'est une loi qui va interdire très sévèrement l'immigration en mettant des règles très strictes. Et donc là, vous pouvez voir sur le graphique, si je vous montre avec ma souris, vous pouvez voir sur le graphique qu'à partir de 1920-21, on a un creux. L'immigration va reprendre seulement avec la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, rapidement, les sources que j'ai utilisées. J'ai utilisé beaucoup de graphiques et de cartes du site AG Senpai et je vous ai mis d'autres atlas que j'ai utilisés pour construire cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.